Confluent, avec Catherine Égaud et Mathieu Lavigne. Bonjour Mathieu Lavigne. Bonjour Catherine Égaud. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Confluent, l'émission qui donne la parole aux premiers peuples et à leurs alliés. Merci d'être fidèles au rendez-vous. Cette semaine, nous rencontrons l'homme de théâtre Wenda Keaga, Huron-Wendat, Yves Sioui-Durand. Prix du gouverneur général du Canada et de la Fondation Natishin pour sa contribution exceptionnelle aux arts de la scène en 2017, nommé Compagnon des arts et des lettres du Québec en 2018. Yves Sioui-Durand est auteur, acteur, metteur en scène et réalisateur. En 1985, il fonde Ondinoc avec Catherine Jonca et John Blondin, première compagnie de théâtre des Premières Nations au Québec et la troisième au Canada. Depuis plus de 35 ans, le parcours de réflexion et de création d'Yves Sioui-Durand s'intéresse notamment à l'autochtonie panaméricaine et aux grands mythes fondateurs qui parcourent l'Amérique. Profondément enraciné dans la spiritualité autochtone, le territoire et les grands récits, le théâtre d'Yves Sioui-Durand renoue avec les racines pour mieux vivre au présent et inventer un avenir libéré des aliénations et porté par l'imagination et l'inventivité humaine. Écoutons donc Yves Sioui-Durand au micro de Catherine Égaud. Je marche sur l'autoroute, baigné par la rouille du vieux soleil. Je suis cet enfant, oublié dans la neige d'une orphelinat. Des camions traversent inlassablement nos hivers de cocaïne, déchirant la tempête. Je marche maintenant, lentement, en l'intérieur de cette lâcheté grandissante. Partir. Voyager. T'en souviens-tu? Voyager avec les grandes chasses labradoriennes, avec les anciennes migrations de caribous. T'en souviens-tu? Mais comment pourrions-nous nous en souvenir avec nos paupières soudées aux télévisions de notre cauchemar alcoolique? Yves Sioui-Durand, bonjour. Oui, bonjour. Est-ce que nous y est? Merci de cette lecture. C'est un texte que vous avez écrit dans la revue Intervention à l'hiver 1983 et qui est repris dans Okiouye Atisken, L'esprit des eaux, un livre paru en 2020 aux presses de l'Université Laval et qui rassemble vos réflexions, des textes théoriques, poétiques et polémiques qui témoignent de votre pratique et de votre conception du théâtre telle qu'elle s'est déployée entre 1984 et 2000. Le texte que nous venons d'entendre condense beaucoup de vos préoccupations, la mémoire avec, t'en souviens-tu, l'américanité, la tradition, la modernité. Alors, si vous le voulez bien, prenons la route ensemble. Vous avez cofondé Ondinoc avec Catherine Jonca et John Blondin en 1985. Pourquoi avez-vous choisi le théâtre? Qu'est-ce qui vous a appelé dans cette forme d'art? Bien, on vient pas, comment je dirais ça, de nulle part. Hein? Il y a des choses qui m'ont influencé, bien sûr. Dans les années 70, à cette époque-là, j'ai commencé à étudier en musique à l'Université Laval, à Québec, et j'ai rencontré Catherine Jonca, qui, elle, étudiait au Conservatoire dramatique de Québec. Et donc, par Catherine, j'ai été introduit au monde du théâtre. C'était une époque assez extraordinaire. C'était le début du théâtre québécois, hein, la naissance du théâtre québécois, avec aussi une explosion des formes, une explosion, je dirais, tant au niveau musical que théâtral. Il y avait une véritable révolution culturelle en cours. Donc, ça m'a beaucoup influencé. Particulièrement aussi dans ces années-là, en 71, j'ai eu la possibilité avec Catherine de venir à Montréal, découvrir l'œuvre de Claude Gauvreau, Les Oranges sont vertes de Claude Gauvreau, qui était mise en scène par Jean-Pierre Ronfort à l'époque et qui faisait un scandale à Montréal. Une chose, une œuvre extrêmement puissante, une œuvre poétique puissante qui mettait en scène toute la période, je dirais, du duplessisme, de la période noire du Québec où les artistes étaient mis au banc des accusés, de fomenter une transformation de la société. Et donc, ça a été un choc pour moi parce que c'était une langue, d'abord, une langue poétique extrêmement
outré, je dirais, qui dépassait tout ce que je connaissais, et aussi une mise en scène extrêmement puissante de la part de Jean-Pierre Onfort. Et ça m'a imprégné beaucoup. Par la suite, j'ai fait un peu de musique pour le théâtre dans les années 73-74, mais par la suite, j'ai senti le besoin de me reconnecter, d'aller en quête de mes racines. Et j'ai quitté la ville et j'ai vécu complètement une autre vie pendant plusieurs années. J'ai été en forêt, m'isoler en forêt dans la Gaspésie. J'ai passé un an en pleine forêt à essayer de me reconnecter avec ma capacité de survivre, de vivre, en fait, d'être autonome dans mon propre pays. Et aussi, par après, j'ai fait d'autres métiers. J'ai été pêcheur en Gaspésie sur la mer, autant la terre que la mer. C'est important pour moi, à travers ces métiers-là, de me connecter avec la force, l'autonomie, la grande puissance de la nature. Et d'être capable de sentir que je pouvais y vivre, que je pouvais... je ne sais pas comment dire ça, exprimer ça profondément, mais c'était extrêmement important pour moi de me sentir autonome dans mon propre pays. Et par la suite, cette connexion avec la nature m'a amené à une quête plus profonde par rapport à mes propres racines autochtones. Et donc, c'est une montée jusque dans les années 80. Il y a eu la perte du référendum au Québec qui a été un moment extrêmement déchirant pour moi aussi, parce que je croyais véritablement à la naissance de ce pays-là, à l'autonomie des Québécois et tout ça, etc. Mais ça a été aussi un moment révélateur extrêmement important sur le plan politique. 2 ans après, en fait, c'était le rapatriement de la Constitution par Pierre Trudeau. À l'époque, je ne sais pas si on se souvient, évidemment, le Québec a refusé d'être signataire, mais c'est surtout qu'on a entendu pour la première fois les leaders autochtones de tout le pays demander une reconnaissance, et une reconnaissance non seulement comme peuple fondateur, mais aussi une reconnaissance des droits. Et ça a été pour moi un moment extrêmement... qui m'a enseigné beaucoup. J'ai vu là aussi des gens, des hommes, des femmes qui étaient des grands résistants, des transmetteurs de culture aussi, et que cette lutte-là, que cette résistance, cette lutte-là, origine dès le contact, dès l'arrivée des Européens dans l'Amérique. Et donc, ça m'a questionné beaucoup. Et en 84, je ne sais pas si vous vous souvenez, à l'époque, c'était 1984, c'était le 500e, le 450e anniversaire de l'arrivée de Jacques Cartier. C'était un gros événement à Québec. Une grosse fête de bateaux. Oui, une grosse fête de bateaux, culturelle et tout ça. Et il y avait une certaine programmation de spectacles autochtones fait par mon ancien chef, Monsieur Max Gaudouis, mais pas beaucoup de représentants autochtones du Québec comme tel. Et les Autochtones avaient décidé de faire un contre-événement, un événement qui était patronné par les centres d'amitié autochtones qui se passait au lac de l'Age, en arrière de la ville de Québec, dans les montagnes en arrière de la ville de Québec, et qui réunissait 300 Autochtones de partout dans le Québec et de l'extérieur du Québec pour réfléchir sur 450 ans et après. Et c'est dans ce contexte-là que j'ai fait ma première performance qui a amené à la création de la compagnie Ondinoc en 85, c'est-à-dire Le Porteur des peines du monde. Donc Ondinoc, dès le début, c'est un théâtre vraiment politique. C'était porté par vos réflexions politiques. Vous avez fêté en 2020 35 années de résistance artistique et de création autochtone, donc c'est vraiment dans la continuité du parcours que vous venez de décrire. Dès le départ, est-ce que vous aviez aussi l'intention de faire un théâtre qui serait sacré? Mon Dieu, est-ce qu'on prend cette décision-là? Parce que c'est elle qui vous prend par le collet. C'est ça. En fait, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais dès le point de départ, je pourrais dire
maintenant, je peux le dire d'une façon, l'esthétique de mon travail et comment je dirais ça, sa forme était extrêmement enracinée dans une vision et dans une continuité culturelle que je connaissais pas nécessairement de façon comment je dirais ça, didactique à l'époque. Mais tout était là. C'était une espèce de performance théâtrale qui était un coup de canon. Et un coup de canon dans le sens que c'est un peu comme si j'étais déjà à la fin de mon parcours tout en étant au début. Et ça tout était en germe déjà, hein? La politique, le sacré, les racines avec le chamanisme. Ouais. Oui, et même, comment je te dirais, déjà au niveau formel, on jouait dehors, on était dehors, on n'était pas à l'intérieur d'un théâtre, on était vraiment... et c'était dans un terrain vague à Montréal. Pour ce qui est de 85, quand je l'ai fait au premier festival du Théâtre des Amériques, c'était où est-ce qu'il y a la place des festivals présentement, plus précisément, parce qu'on a construit l'édifice de l'ONF. En plein centre-ville. C'est en plein centre-ville, dans un terrain vague. Et toute la scénographie était ce qu'on appelle, en anglais, on dit medicine wheel, en fait, des cercles de guérison qui étaient texturés avec toutes les plantes sacrées, des semences de plantes sacrées comme le maïs, les fèves et d'autres plantes. Et donc, c'était 2 grands cercles réunis par un serpent où il y avait une plateforme funéraire. Et ça mettait en scène une trajectoire mythologique qui est celle du soleil, qui, quand le soleil se couche, pour nous, mythologiquement, il descend au centre de la Terre pour se purifier, pour se guérir et déposer son fardeau et retrouver l'énergie pour renaître comme nouveau soleil à l'aube. Donc, le spectacle commençait au moment que le soleil se couchait, disparaissait à l'horizon, le personnage apparaissait sur scène. Et donc, c'était une proposition rituelle où je manipulais le feu et je transportais un double sur mon dos, une momie qui me représentait, qui représentait le soleil éteint et que je faisais brûler sur la plateforme funéraire en signe de transformation. Donc, c'était un travail qui déjà parlait de transformer, comment je dirais ça, de transformer son destin, de transformer mon destin personnel, mais aussi le destin tragique des peuples autochtones. Voilà. Oui, donc il y avait déjà la connotation politique, sacrée, puis ce qui est venu aussi très vite, c'est le rapport non seulement au territoire, mais à la terre en tant que notre maison, en tant qu'écologie. Vous dites aussi au début de l'esprit des eaux, vous parlez de la pandémie et de cette espèce de grand bouleversement, de turbulence qu'on vit en ce moment. Est-ce que pour vous, le théâtre et aussi les solidarités entre peuples autochtones des 3 Amériques, pour vous, est-ce que ça peut nous aider à sortir de cette impasse dans laquelle on est enfoncé? J'aimerais bien vous dire tout simplement oui. Oui, moi aussi, j'aimerais que vous puissiez me dire oui. Mais voilà, donc en fait, il faut comprendre quelle est la blessure initiale. À l'époque de ce qu'on a appelé la découverte et par la suite la conquête, d'ailleurs ça fait au mois d'août, le 13 août de cette année, 2021, ça faisait exactement 500 ans de la chute de Mexico-Tenochtitlan au moment où le jeune Cuauhtémoc rend la ville à Cortés. Donc il y a 500 ans se produisait la fracture de toute une civilisation et des civilisations mésoaméricaines et par la suite de l'ensemble des civilisations autochtones des 3 Amériques. Donc, cette fracture d'un monde multimillénaire et de grandes civilisations qui remontent à 5-6 000 ans avant Jésus-Christ, peut-être plus, l'archéologie est toujours en quête de nouvelles preuves, mais aujourd'hui, on en sait beaucoup plus. Et effectivement, il y a eu cette tentative par les colonisateurs de nier complètement ces civilisations-là, d'en faire disparaître la plupart des traces et de coloniser, de convertir toutes les comment je dirais ça, les fondements spirituels
savant, spirituel et social, de mode de vie, etc., d'effacer tout ça. Et à l'époque, on a prétendu qu'il n'y avait personne, hein, la théorie de la terra nullius, et par la suite, on s'est donné, d'une façon complètement illégale, le pouvoir de dominer, de dire c'est à nous. Et ces populations sont inférieures. Donc, on a infériorisé les peuples autochtones, on les a colonisés religieusement, on les a exploités de toutes les façons possibles. Et je dirais que quand on parle de l'écologie actuelle, pour moi, il est impossible que ces civilisations-là, ce savoir, ce que nous sommes, soit complètement inutile à l'avancée de l'humanité. Et c'est comme si l'humanité, à venir jusqu'à maintenant, a avancé dans son extrême développement et le développement de la richesse collective qui appartient beaucoup aux pays développés, a avancé en niant une grande partie d'elle-même. Et comment peut-on arriver à gérer la crise actuelle et ce qui s'en vient au niveau des désastres écologiques, sans la participation et sans la reconnaissance d'un savoir, un vécu, un savoir multimillénaire qui fait partie de l'héritage de l'humanité. Et donc, les peuples autochtones actuels sont non seulement les descendants, mais sont les héritiers de cette connaissance. Et aujourd'hui, on le voit, que ce soit à l'échelle des 3 Amériques, on voit d'abord dans toutes les Amériques, à l'exception de l'Amérique du Nord, les populations sont extrêmement jeunes. Et cette résurgence, cette interrogation au sein des entités nationales, partout dans les 3 Amériques, sur l'identité, est devenue extrêmement importante. Et les racines identitaires autochtones qui forment le socle identitaire des 3 Amériques devient le fondement sur lequel on peut rebâtir une identité collective qui permet de guérir toutes les différentes oppressions et guérisons et exploitations qu'il y a eu au cours de l'histoire. Je prends l'exemple du Chili présentement. Qu'est-ce que ça veut dire être chilien? Eh bien, les Chiliens ne le savent plus. S'interrogent sur qu'est-ce que ça veut dire après l'épisode Pinochet et d'autres. Et si on regarde comme il faut, qu'est-ce qui se passe? C'est une femme mapuche, un peuple autochtone qui a résisté depuis la conquête espagnole, qui est présentement la présidente de la nouvelle constituante du Chili, qui va réécrire la Constitution. Et ça, c'est un changement majeur. Et donc, à l'échelle des 3 Amériques, on a plein de choses comme ça, d'avancées, qui se produisent parfois dans des lieux où il y a encore énormément de répression, par exemple en Colombie ou au Brésil. Il y a une avancée, je dirais, intellectuelle, sociale, qui n'était pas prévue. Et qui se passe pourtant. Et c'est la même chose au Canada, c'est la même chose aux États-Unis. On ne pourra pas reconstruire le monde qu'on devra reconstruire parce qu'on est rendu là et changer nos paradigmes sans intégrer la connaissance et l'existence même des peuples autochtones. Ce pourquoi vous plaidez, c'est vraiment que les savoirs autochtones soient mieux connus, mieux intégrés, parce que ce sont eux qui portent l'américanité en eux. Mais votre théâtre, il ne s'adresse pas qu'aux autochtones et surtout, il ne s'adresse pas qu'au passé. Il est aussi très, très moderne. Par exemple, vous avez mélangé des mythes autochtones avec des grands textes occidentaux comme Hamlet, par exemple, avec Hamlet le Malécite. Est-ce que ça, c'est une volonté que vous avez ou ça s'est fait un petit peu par l'ordre des choses de mélanger les 2 univers peut-être pour pouvoir mieux parler aux allochtones? En fait, le théâtre, déjà comme art, tu vois, c'est le lieu d'un dialogue.
Hein, c'est le lieu d'une prise de parole, ou d'un agir aussi, qui est extrêmement archaïque. Hein. Je veux dire, c'est quelque chose le théâtre appartient aux hommes, appartient à l'humanité, appartient à tous les groupes humains. Sur la planète, toutes les civilisations ont développé des formes de représentation, des formes de dédoublement, des formes pour arriver à tendre un miroir de soi ou à ouvrir un dialogue avec le cosmos ou avec les autres que l'on ne connaît pas, cet inconnu dans lequel il faut toujours plonger pour avancer. C'est le lieu, le théâtre, c'est le lieu, non pas des certitudes, mais c'est le lieu de toutes les incertitudes, c'est le lieu de toutes les interrogations. Donc pour moi, c'est d'abord un dialogue et c'est dans son essence une rencontre, un rendez-vous. Donc, pour moi, il n'y a pas d'exclusion dans ce rendez-vous. Au contraire, c'est un dialogue ouvert à tous ceux qui veulent être plus humains. Et dans ce sens-là, tu vois, dans nos propres cultures autochtones, dans ma propre culture, quand on dit Hongwe, ce qu'on veut dire, c'est être humain. Le but de chaque culture, de chaque civilisation, c'est de produire des grands humains. Hein, c'est de définir une humanité. Donc, pour moi, le théâtre, oui, est un outil transculturel et il n'exclut pas l'autre. Donc, quand tu parles d'Hamlet le Malécite, on se situe dans la bascule du millénaire et on se posait la question dans le contexte de l'urbanité. Qu'est-ce que c'est qu'être autochtone en l'an 2000? Donc, le Hamlet de Shakespeare, c'est qu'il nous ramène à une question fondamentale, c'est qui est là et être ou ne pas être. Et ça me semblait être une question fondamentale par rapport à la destinée des jeunes autochtones qui, à cette époque-là, quand on parle de 2004 à peu près, on était plusieurs années avant la Commission Vérité et Réconciliation. Donc, il y avait tous ces effets toxiques qui venaient des pensionnats, d'un héritage intergénérationnel de violence, de négation de soi, etc. Et qui pesait très lourd sur les jeunes qui arrivaient. Et beaucoup qui étaient en milieu urbain, il y avait cette érosion culturelle se poursuivait. Hein? Parce qu'on est quand même dans un système qui a été mis en lumière et qui fonctionnait jusqu'à un certain point dans cette tentative d'assimilation et d'érosion culturelle continue. Et donc, c'était un questionnement. Donc, ça mettait en scène aussi le métissage, le rejet de soi. C'était l'histoire d'un jeune autochtone urbain qui décide de retourner dans sa communauté pour trouver sa vraie mère, sa mère biologique, et qui va découvrir tout un monde. Et aussi, c'était un avertissement par rapport à l'éthique, justement politique et l'éthique sociale de nos communautés, dire attention, là, oui, il y a beaucoup de compromis qui vous est offert sur le plan du développement par les grandes corporations minières, par ci, par ça, mais attention, le danger de perdre son âme est réel. Et les jeunes ont beaucoup plus besoin d'intégrité et d'éthique que de développement économique. Vous dites à propos d'un des cycles du parcours d'Ondinoc, le cycle qui s'appelle le théâtre de guérison, vous écrivez « Pourquoi raconter des histoires ? L'imagination et la naïveté sont au cœur de toute enfance. La mort de l'imaginaire est le résultat de toutes les violences. Les violences, l'abus, le viol sont le contraire même de l'imagination. Ce sont des actes dépourvus de toute imagination. » Est-ce que c'est ça qui nous manque en ce moment ? Est-ce qu'on essaie de trouver des solutions techniques à des problèmes qui appelleraient plutôt des histoires, des mythes, des rituels, de retrouver pourquoi on est là finalement et qu'est-ce qui fait qu'on est des êtres humains ? Plutôt que comment est-ce qu'on pourrait bien se maintenir sur la planète encore un peu ? Oui, c'est une bonne question. Est-ce qu'on a plus besoin de rêves que de matière, que de comment je dirais ça, de satisfaction, de confort. Oui, de confort. En fait, le confort nous inhibe dans nos relations avec le monde. Hein? Et de plus en plus, si on ajoute à ça aussi cette espèce
d'autres dimensions que la virtualité, qui, encore une fois, nous éloigne de plus en plus de l'expérience, de la rencontre. Donc, oui, dans ce sens-là, ce que j'appelle le rêve, qui est vraiment une notion fondatrice de toutes les cultures autochtones à travers les trois Amériques, c'est quelque chose qu'on peut partager d'une culture à l'autre, d'une civilisation à l'autre à travers les trois Amériques. Beaucoup de la connaissance passait par le rêve, mais pas n'importe quel rêve. Donc, quand on parle de théâtre de guérison, déjà, comme je vous dis, pour moi-même, en 84-85, ça s'appelait Le porteur des peines du monde, et ça se jouait dans des cercles de guérison. Donc, c'était déjà faire appel à la mythologie, qui est la matrice même de notre psyché personnelle et collective, et c'est ça qui a été sapé par la conversion, hein? C'est ça qui a été complètement détruit ou effacé ou infantilisé. Les grandes mythologies de la création du monde, par exemple, c'est vraiment des matrices culturelles qui servaient à reconstruire la réciprocité et l'identité collective. C'est une façon de réparer l'identité collective. Et à l'époque, on pouvait danser, chanter, et ces mythes-là, et ça durait parfois une dizaine de jours en continuité pour restaurer la collectivité. Donc, c'était une tentative théâtrale. Et tu vois comment c'est pas aller dans... C'est se servir de ce qu'on appelle le passé, qui pour moi n'est jamais passé, le réactualiser dans le présent, pour pouvoir voir qu'est-ce qui nous fait humains, qu'est-ce qu'on partage, nous, tous les humains sur la planète, qu'est-ce qu'on partage qui fait qu'on peut se rencontrer dans la profondeur et l'essence de ce qui nous fonde et renouveler nos alliances, nos relations. Entre petits. Entre entendre l'effloculescence des marées de maïs mûr sur le grand lac de la neige, où fondent à jamais les traces de ceux qui savent marcher infatigables vers la tente, là où l'on fume sur le champignon du monde, la Kusapasigun, où l'on chante les braises plus précieuses que le feu, comme les tisons du matin, à la dérive des lunes. Catherine Égo recevait aujourd'hui Yves Sioui-Durand, homme de théâtre, Wende Kaaga, ou Huron-Wendat. Un immense merci à Yves Sioui-Durand d'avoir accepté l'invitation de Confluent. Merci aussi à Daniel Fortin à la régie. L'émission Confluent est portée par l'organisme Mission Chez Nous. Pour réécouter cette entrevue ou la faire connaître à vos proches, rendez-vous au www.missioncheznous.com. Ici Mathieu Lavigne. Ici Catherine Égo. Merci d'avoir été fidèle au rendez-vous. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un autre épisode de Confluent. D'ici là, nous vous invitons à rester à l'antenne de Radio VM et de Radio Galilée. Bonne semaine!